Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui respire le froid de la pierre et l'écho de l'oubli. Une histoire que l'on ne trouve dans aucun livre, mais qui suinte des murs d'un hameau abandonné, loin de tout. C'est la complainte du puits sans fond, la mélodie qui attire les âmes solitaires vers les entrailles de la terre. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez bien. Alistair avait acheté la maison pour son silence. C'était une bâtisse trapue, en granit sombre, accroupie au bord d'un plateau balayé par les vents. Le hameau le plus proche, une collection de toits d'ardoises fatigués, se trouvait à plusieurs kilomètres de chemin creux. Ici, le seul son devait être celui du vent dans les herbes hautes, le craquement du bois dans la cheminée et le rythme lent de son propre cœur. Alistair était un archiviste sonore. Il collectionnait les silences, les atmosphères, les murmures du monde en voie de disparition. Cette maison devait être son sanctuaire, le chef-d'œuvre de sa collection, le silence absolu. Les premières semaines furent idylliques. Il passait ses journées à errer sur la lande, ses microphones sophistiqués captant le frémissement d'une aile d'insecte, le soupir de la brume sur la bruyère. Le soir, il écoutait ses enregistrements, casque sur les oreilles, perdu dans un monde que la plupart des gens n'entendaient jamais. La maison était vieille, pleine de courants d'air et de l'odeur de la pierre humide, mais elle était silencieuse, terriblement, magnifiquement silencieuse. C'est au début du 2e mois qu'il découvrit le puits. Il se trouvait derrière la maison, à demi caché par un enchevêtrement de ronces et d'orties. Une simple margelle de pierre moussue, circulaire et parfaite, coiffée d'un lourd couvercle de chêne noirci par les âges, cerclé de fer rouillé. Par curiosité, il s'attela à le dégager. Le bois du couvercle était d'une densité anormale, comme gorgé d'eau et de secrets. Il lui fallut une barre à mine et toute sa force pour le faire basculer sur le côté. Un souffle d'air froid et ancien remonta des profondeurs, une exhalation qui sentait la terre primordiale, la roche humide et quelque chose d'autre, une note subtile, minérale, presque métallique. Penché au-dessus de l'ouverture, Alistair ne vit que l'obscurité, une obscurité totale, opaque, qui semblait absorber la lumière du jour. Il laissa tomber une petite pierre. Il attendit. Le son de l'impact ne vint jamais. Il en laissa tomber une autre, plus grosse. Rien, juste le silence qui avalait le bruit de la chute. Un frisson désagréable parcourut sa nuque. Un puits sans fond. La phrase résonnait comme le début d'un conte pour enfants, mais l'air qui s'en échappait n'avait rien d'enfantin. Il referma le lourd couvercle, le bruit sourd de l'impact scellant le mystère, et retourna à son silence. Mais le silence n'était plus le même. Quelques nuits plus tard, alors qu'il travaillait tard, il perçut quelque chose. Ce n'était pas un son, pas encore. C'était une vibration, une fréquence si basse qu'il la sentit plus dans sa cage thoracique et le plancher sous ses pieds qu'il ne l'entendit avec ses oreilles. Il coupa son équipement. Le silence de la maison revint, mais il était désormais habité. Sous le chant du vent, sous le craquement des poutres, cette pulsation subsistait, à la limite de la perception. Intrigué, il sortit. La nuit était sans lune, un velours noir piqué d'étoiles froides. La vibration semblait plus claire à l'extérieur. Guidé par cette sensation étrange, il fit le tour de la maison, et ses pas le menèrent inévitablement vers le puits. Là,
Le phénomène était indéniable. L'air autour de la margelle semblait trembler, comme l'asphalte sous un soleil de plomb. Et pour la première fois, il entendit. C'était un chant d'une tristesse et d'une beauté surnaturelle. Ce n'était pas une voix humaine, c'était plus profond, plus résonnant, comme le son qu'émettrait une corde de violoncelle grande comme une montagne, frottée par un archet de vent et de temps. La mélodie était simple, hypnotique, une lente montée et descente de notes qui ne correspondait à aucune gamme connue. Elle semblait émaner directement des ténèbres béantes sous le couvercle. L'archiviste en lui prit le dessus sur la peur. C'était un son qu'aucun être humain n'avait jamais enregistré, un phénomène acoustique unique. Le lendemain, il installa son meilleur microphone, un appareil d'une sensibilité extrême, sur un trépied au-dessus du puits fermé. Il le laissa enregistrer toute la nuit. Le matin, il transféra le fichier sur son ordinateur et mit son casque. Le résultat lui glaça le sang. Le chant était là, clair et pur, mais derrière lui, dans les fréquences les plus basses, se cachait autre chose. Des harmoniques complexes, des murmures qui ressemblaient à des mots dans une langue morte, des plaintes qui s'étiraient sur des minutes entières. C'était une polyphonie de l'abîme, une chorale de la désolation. Son équipement, pourtant à la pointe de la technologie, peinait à analyser la structure du son. Certains pics de fréquence sortaient du spectre audible comme des ultrasons de baleines ou des infrasons de volcans. Alistair devint obsédé. Il oublia la lande, le vent, le silence qu'il était venu chercher. Son unique quête était désormais ce chant venu des entrailles de la terre. Chaque nuit, il enregistrait. Chaque jour, il analysait, superposant les pistes, tentant de déchiffrer ce langage sonore. Il ne mangeait presque plus. Son visage se creusa. Ses yeux prirent une lueur fiévreuse. La maison, son sanctuaire de silence, était devenue la caisse de résonance d'une symphonie infernale que lui seul pouvait entendre. Le chant commençait à l'affecter. Durant la journée, la mélodie tournait en boucle dans sa tête. Il se surprenait à la fredonner en travaillant. La nuit, il en rêvait. Dans ses songes, il flottait dans une obscurité tiède, porté par les vagues sonores. Il voyait des formes, des géométries impossibles qui se construisaient et s'effondraient au rythme de la musique. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, avec l'impression terrible que quelque chose, en bas, l'écoutait en retour. Il décida qu'il devait s'approcher de la source. Le couvercle de chêne étouffait le son, le filtrait. Il devait entendre le chant dans sa pureté originelle. Un soir, au crépuscule, alors que le ciel saignait d'orangers et de pourpre, il rouvrit le puits. Le souffle qui s'en échappa fut plus puissant, plus froid, et le chant monta vers lui, non plus comme un murmure, mais comme une supplique claire et vibrante. C'était d'une beauté à pleurer, une mélancolie si profonde qu'elle semblait contenir toute la solitude de l'univers. Alistair s'assit au bord de la margelle, les jambes pendantes dans le vide, et il écouta, captivé, oubliant le temps, le froid, la faim. Il installa un nouveau microphone, plus performant, qu'il fit descendre le long d'un câble dans l'obscurité. Il le laissa filer, mètre après mètre. 10, 20, 50. Le câble se déroula entièrement, 100 mètres de filin suspendus dans le néant. Le son qui remontait dans son casque était assourdissant. Ce n'était plus un chant, c'était un chœur. Des milliers,
peut-être des millions de voix entrelacées, chacune chantant une note de cette complainte sans fin. Il pouvait distinguer des inflexions qui ressemblaient à de la peur, d'autres à de l'extase, d'autres encore à une résignation infinie. C'était le son d'une civilisation entière, piégée et condamnée à chanter pour l'éternité. Et le plus terrifiant était que le son ne semblait pas venir d'en bas, comme il s'y attendait. Il semblait venir de partout à la fois, des parois même du puits, comme si le puits lui-même était la gorge qui produisait ce son. Les jours suivants, il ne quitta plus le bord du puits. Il parlait à l'obscurité, posant des questions, murmurant des confidences. Parfois, il avait l'impression que le chant changeait en réponse à sa voix, qu'une harmonie nouvelle s'ajoutait au cœur, imitant l'intonation de ses propres mots. L'entité dans le puits apprenait, elle communiquait. Alistair était terrifié, mais aussi exalté. Il était au seuil de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Il n'était plus un simple archiviste, il était un interprète, un ambassadeur. Une nuit de tempête, alors que la pluie cinglait la pierre et que le tonnerre faisait trembler la maison, il eut une certitude. Pour vraiment comprendre, pour vraiment communier, il ne suffisait plus d'écouter, il fallait voir. Il passa la journée à préparer sa descente. Il retrouva dans la grange une vieille corde de chanvre, épaisse et rêche, mais qui semblait solide. Il l'attacha fermement à la base d'un chêne centenaire qui poussait non loin. Il s'équipa d'une lampe frontale puissante et d'un harnais de fortune. Son cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre contre le chant hypnotique qui montait des profondeurs. La peur était une chose froide et dure dans son estomac, mais la curiosité était un feu qui dévorait tout le reste. Au coucher du soleil, il se tint au bord du puits. Le chant semblait l'appeler par son nom. C'était une invitation, une promesse de connaissance absolue. Il enjamba la margelle, sentit la corde se tendre sous son poids et commença sa lente descente dans l'obscurité. Les premiers mètres furent juste froids et humides. Les parois du puits étaient faites de pierres grossièrement taillées, suintantes et couvertes d'une mousse noire et visqueuse. Le faisceau de sa lampe frontale ne découpait qu'un cercle de lumière tremblant dans un noir d'encre. Le chant l'enveloppait, vibrant à travers la pierre, à travers la corde, à travers ses propres os. Après une vingtaine de mètres, la construction humaine cessa. Les pierres taillées laissèrent place à la roche brute, comme si le puits avait été creusé par une force naturelle. La paroi était étrangement lisse, presque polie. Alistair la toucha du bout des doigts. Elle était froide, mais pas comme de la pierre. Elle avait une texture organique, légèrement élastique, comme du cartilage durci. Une odeur nauséabonde commença à monter, l'odeur d'une anatomie ancienne, de poumons qui n'avaient pas respiré d'air pur depuis des éons. Il continua de descendre. Le chant devenait de plus en plus complexe, chaque voix du cœur se faisant distincte. Il entendait des lamentations, des éclats de rire déments, des berceuses pour des enfants morts-nés, des hymnes à des dieux oubliés. C'était la mémoire sonore de tout ce qui avait jamais souffert sur cette terre. À environ 50 mètres de profondeur, sa lampe éclaira quelque chose sur la paroi, une forme incrustée dans la roche organique. Il s'approcha. Ce n'était pas une incrustation, c'était une excroissance, un visage humain ou qu'il avait été. Les yeux étaient fermés, la peau grise et parcheminée, mais la bouche était grande ouverte, figée dans un haut parfait, comme celle d'un choriste en pleine vocalise. Alistair recula, son cœur manquant un battement. Il balaya le mur avec sa lampe,
Il y en avait d'autres, des dizaines, puis des centaines, des visages de tous âges, de toutes époques, hommes, femmes, enfants, tous fusionnés avec la paroi du puits, leurs bouches ouvertes formant les multiples sources du chant monstrueux. Il comprit alors la terrible vérité. Le puits n'était pas une construction, c'était un être, une créature vivante, un prédateur acoustique qui attirait ses proies avec sa mélodie et les absorbait, les digérait lentement, ajoutant leur voix à sa symphonie éternelle. Ces visages n'étaient pas des souvenirs, c'étaient les chanteurs. Une panique glaciale s'empara de lui. Il fallait remonter. Il tira sur la corde, ses mains glissant sur le chanvre humide. Il cria, mais sa voix fut instantanément noyée, absorbée par le cœur. C'est alors qu'il sentit la paroi derrière lui changer. Elle devenait molle, adhésive. Il se retourna. La substance cartilagineuse pulsait. Elle s'avançait vers lui, des filaments suintants cherchant à l'enlacer. Le chant changea de nature. Il n'était plus mélancolique. Il était devenu avide, triomphant. Il pénétrait son esprit, démantelant ses pensées, remplaçant ses souvenirs par des harmonies cauchemardesques. Il sentit sa volonté s'effriter, sa peur se dissoudre dans une étrange extase. La perspective de joindre le cœur, d'ajouter sa propre note à cette œuvre immortelle, devint soudainement désirable. Il cessa de lutter. La paroi vivante l'enveloppa doucement, comme un linceul. Il sentit la roche se ramollir sous ses pieds, l'aspirant vers le bas. Le faisceau de sa lampe frontale vacilla, éclairant une dernière fois les visages aux bouches chantantes, avant de s'éteindre. La dernière pensée d'Alistair ne fut pas une pensée, mais un son, une unique note, claire et pure, qui s'échappa de sa gorge, sa première contribution au chant du puits sans fond. En haut, à la surface, la maison de granit se dresse toujours, silencieuse, sous les étoiles. Parfois, les nuits sans vent, si longtemps l'oreille assez près de la margelle de pierre, on peut entendre un chant monter des profondeurs, une complainte ancienne et magnifique, enrichie depuis peu d'une nouvelle harmonie, une tessiture de baryton, teintée d'une nuance de curiosité et de regret infini. Ainsi se termine la dernière archive d'Alistair. On dit que certaines mélodies ne meurent jamais. Elles attendent simplement de nouvelles oreilles pour les écouter, de nouvelles voix pour les enrichir et de nouvelles âmes à dévorer. Faites de beaux rêves. Si vous le pouvez, respire lentement. Laisse ton corps se détendre. Ne pense à rien, seulement à ma voix. Nous allons maintenant continuer vers une nouvelle histoire, plus profonde, plus silencieuse, comme si elle venait de l'obscurité elle-même. Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui ne se crie pas, elle se chuchote. Une histoire que l'on retrouve gravée dans le bois des maisons abandonnées, sous la poussière des greniers oubliés. C'est la légende des barrières que nous érigeons pour nous protéger et de ce qui, patiemment, attend de l'autre côté. L'histoire des doigts derrière la porte. Fermez les yeux et écoutez bien. Julien avait acheté la maison pour son silence. Perdue au bout d'un chemin de terre que même les cartes peinaient à reconnaître,
Elle était une forteresse contre le bruit du monde. Une vieille bâtisse en pierre, trapue, avec un toit d'ardoise fatigué et des murs épais qui semblaient avoir absorbé des siècles de secrets. Il était venu ici pour écrire, pour fuir le vacarme de sa vie d'avant, pour s'envelopper dans une solitude qu'il espérait paisible. Les premiers jours furent une bénédiction. Le seul son était celui du vent dans les grands chênes qui encerclaient la propriété, le craquement occasionnel du plancher sous ses pas, ou le crépitement du feu dans la cheminée monumentale du salon. L'air était pur, frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Julien se sentait renaître. Il explorait chaque recoin de sa nouvelle demeure, s'appropriant les espaces, laissant sa présence s'imprégner dans les murs froids. C'est au 2e étage, au fond d'un couloir étroit et sombre, qu'il la remarqua pour la première fois. Une porte. Elle était différente des autres. Peinte d'un blanc écaillé qui laissait deviner des couches plus anciennes, d'un vert maladif, elle n'avait ni poignée ni serrure. Elle semblait scellée, condamnée. Le bas de la porte était presque entièrement masqué par le plancher qui, à cet endroit précis, avait dû être refait, surélevé de quelques centimètres, ne laissant qu'un interstice infime, une ligne d'ombre impénétrable. Par curiosité, il essaya de la pousser. Elle ne bougea pas d'1 millimètre, aussi immuable que le mur de pierre dans lequel elle était encastrée. Il haussa les épaules. Une vieille maison avait ses bizarreries. Un placard muré, une pièce condamnée, rien d'alarmant. Il avait bien d'autres choses à faire que de s'inquiéter d'une porte inutile. La première fois qu'il entendit le bruit, il crut à un rat. C'était une semaine plus tard, en pleine nuit, un grattement faible, intermittent, venant de l'étage. Scritch, scritch, scritch. Un son sec, comme un ongle contre du bois sec. Julien, allongé dans son lit, tendit l'oreille dans l'obscurité cotonneuse. Le bruit cessa. Il se dit que la maison était vivante, qu'elle se tassait, gémissait, respirait à sa manière. Il se rendormit sans plus y penser. Mais le bruit revint. Chaque nuit, à peu près à la même heure, lorsque le silence devenait si total qu'il en était presque assourdissant. Ce n'était plus seulement un grattement, c'était devenu plus intentionnel, un léger tapotement parfois, 3 coups lents, puis une pause, puis de nouveau le grattement patient, méticuleux, et il venait toujours du même endroit, le fond du couloir de l'étage, de derrière la porte sans poignée. L'esprit rationnel de Julien cherchait des explications. Une branche d'arbre qui frottait contre le mur extérieur, une bestiole coincée dans la cloison, le vent s'engouffrant dans une fissure. Il passa une journée entière à inspecter l'extérieur de la maison. Aucune branche ne touchait les murs à cet endroit. Il posa des pièges dans le grenier. Ils restèrent vides. La peur, au début, était une chose discrète, une simple sensation de malaise, une impression désagréable d'être observé quand il passait devant la porte blanche. Le couloir semblait toujours plus froid que le reste de la maison. L'air y était stagnant, lourd. Il se mit à éviter ce passage, faisant un détour par une autre chambre pour atteindre la salle de bain. Il fermait la porte de sa propre chambre à coucher la nuit, non pas pour la sécurité, mais pour étouffer le son lointain qui commençait à s'insinuer dans ses rêves. Une nuit, alors que le grattement était particulièrement insistant, il se leva, le cœur battant à grands coups sourds dans sa poitrine. Armé d'une simple lampe de poche, il monta les escaliers en retenant son souffle. Chaque marche craquait sous son poids, trahissant sa présence.
Arrivé dans le couloir, il s'immobilisa. Le son s'arrêta net, comme si la chose de l'autre côté l'avait entendu approcher. Le silence qui suivit était pire que le bruit. C'était un silence chargé d'attente. Julien resta là, debout dans le noir, le faisceau tremblant de sa lampe balayant la porte. La peinture écaillée ressemblait à une peau malade. Il sentait un froid glacial émaner du bois. Il colla son oreille contre la surface rugueuse. Rien, pas un souffle, pas le moindre mouvement. Il attendit plusieurs minutes, le corps rigi par la tension. Finalement, convaincu que son imagination lui jouait des tours, il retourna se coucher. Il n'avait pas fait 3 pas que le bruit reprit. Mais cette fois, ce n'était pas un grattement. C'était un son doux, presque humide, un léger frottement, lent et délibéré, juste au bas de la porte. Julien se figea. Il n'osa pas se retourner. Lentement, très lentement, il recula jusqu'à l'embrasure de sa chambre et s'y enferma. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis sur son lit, écoutant le son qui continuait, inlassable, jusqu'aux premières lueurs de l'aube. L'obsession commença à le dévorer. Son travail d'écriture était à l'arrêt. Il passait ses journées à errer dans la maison, les sens en alerte, sursautant au moindre craquement. La porte était devenue le centre de son univers. Il la contemplait pendant des heures, cherchant une faille, un indice. Il essaya de glisser une feuille de papier sous la porte, mais l'espace était trop mince. Il frappa le mur autour, espérant déceler une cavité, mais la pierre renvoyait un son plein et mat. La terreur s'installa véritablement une fin d'après-midi, alors que le soleil couchant jetait de longues ombres obliques dans le couloir. Julien montait à l'étage quand son regard fut attiré par un mouvement presque imperceptible au ras du sol. Il s'arrêta sur les marches, le souffle coupé. De l'interstice infime sous la porte blanche, quelque chose était apparu. C'étaient des doigts. 5 doigts, longs, effilés, d'une pâleur de cire, qui semblait absorber la lumière. Ils se glissaient dans l'espace étroit avec une flexibilité anormale, se contorsionnant comme des vers blancs. Les ongles étaient jaunis, cassés et bien trop longs. Ils se posèrent sur le plancher de son côté, sans un bruit. Les articulations se pliaient et se dépliaient lentement, explorant la texture du bois, la fraîcheur de l'air. Julien était paralysé. Son esprit hurlait, mais son corps refusait de bouger. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Les doigts bougeaient avec une curiosité lente, presque délicate. Il ne semblait pas agressif, il semblait chercher quelque chose. Le contact, la chaleur. Puis, aussi lentement qu'ils étaient apparus, ils se rétractèrent, disparaissant dans la ligne d'ombre sous la porte, laissant derrière eux une sensation de vide et d'horreur absolue. À partir de ce jour, la maison ne fut plus un refuge, mais une prison qu'il partageait avec une présence innommable. Il cessa de monter à l'étage. Il déménagea son matelas dans le salon, dormant sur le canapé près de la cheminée, comme un homme primitif se blottissant près du feu pour éloigner les prédateurs de la nuit. Mais le son parvenait jusqu'à lui, le grattement, le tapotement, et parfois un son nouveau, un murmure si faible qu'il aurait pu être le sifflement du vent, une plainte douce et inhumaine qui semblait suinter à travers les murs. Il songeait à partir, vendre la maison, fuir et ne jamais se retourner. Mais une force étrange le retenait.
une curiosité morbide, une sorte de fascination terrifiante pour le mystère de cette porte. Qu'y avait-il derrière? Qui ou quoi attendait dans cette pièce scellée? Et pourquoi? La solitude qu'il avait tant désirée le rongeait maintenant de l'intérieur, amplifiant chaque ombre, chaque son. Il se sentait glisser vers la folie. Il commença par les seuls, à se poser des questions à voix haute dans la maison vide. « Qu'est-ce que tu veux » demandait-il au silence. Parfois, un tapotement lointain lui répondait. Le point de rupture arriva une nuit de tempête. La pluie cinglait les fenêtres et le tonnerre faisait trembler les fondations de la vieille demeure. Le bruit à l'étage était différent. Il n'était plus patient, il était frénétique. Des coups sourds, violents, frappaient la porte de l'intérieur. Bam, bam, bam! Le grattement était devenu un raclement furieux, comme si des griffes déchiraient le bois. Une rage froide submergea la peur de Julien. Il en avait assez, assez de se cacher, assez d'avoir peur dans sa propre maison. Il devait savoir, il devait voir. Il se précipita dans la grange atonnante et en revint avec une barre à mine, lourde et froide dans ses mains moites. Il monta les escaliers 4 à 4, le cœur au bord des lèvres. Les coups redoublaient de violence, comme si la chose savait qu'il venait. Le bruit était assourdissant, primal. Arrivé devant la porte, il sentit une vague de froid si intense qu'elle lui coupa le souffle. L'air était saturé d'une odeur de poussière ancienne et de décomposition. Il ignora la nausée qui montait en lui et inséra le bout de la barre à mine dans la fine jointure entre la porte et le cadre. Il pesa de tout son poids. Le bois gémit, résista. Les coups de l'autre côté s'arrêtèrent brusquement. Le silence tomba, encore plus terrifiant que le vacarme. Seul le bruit de la tempête au dehors et sa propre respiration haletante brisaient le calme. Il poussa de nouveau, un craquement sinistre. Le bois autour du cadre se fendit. Il sentit la porte céder légèrement. Une bouffée d'air vicié, glacé s'échappa de la fente, lui brûlant le visage. L'odeur était insoutenable. Avec un dernier effort, un cri de rage et de terreur mêlés, il fit levier de toutes ses forces. La porte s'ouvrit dans un fracas de bois éclaté et de plâtre qui s'effrite. Julien recula d'un pas, la barre à mine toujours serrée dans ses mains, prêt à frapper. Il pointa sa lampe de poche vers l'ouverture béante. La pièce était petite, minuscule, un simple placard peut-être. Les murs étaient nus en pierre brute. Le sol était couvert d'une épaisse couche de poussière grise. Il n'y avait rien, pas de meubles, pas de créatures tapies dans l'ombre, pas de monstres, rien. La déception fut si violente qu'elle en fut presque douloureuse. Avait-il tout imaginé? Était-il devenu fou? Puis, le faisceau de sa lampe se posa sur les murs. Et il vit. Ils étaient couverts, du sol au plafond, de milliers, de millions de marques de griffures. Des sillons profonds, entrecroisés, qui avaient déchiqueté la surface de la pierre. C'était l'œuvre d'une vie entière passée à gratter, à creuser, à tenter de s'échapper. Son regard descendit vers le sol. Au centre exact de la petite pièce, il y avait un objet, un unique soulier d'enfant, usé, déformé par le temps. Le sang de Julien se glaça dans ses veines. Lentement, avec une appréhension qui lui nouait l'estomac, il tourna sa lente vers la porte qu'il venait de forcer, vers la face intérieure. Là, gravé profondément dans le bois, comme avec un clou ou une pierre acérée,
Un message avait été écrit, encore et encore, les lettres se superposant dans une calligraphie paniquée et enfantine. Ne le laissez pas entrer. Julien ne comprit pas tout de suite. Il relut la phrase, encore et encore. Ne le laissez pas entrer. Pas sortir, entrer. Une terreur d'une nature nouvelle, plus vaste et plus froide que tout ce qu'il avait connu, s'empara de lui. La porte n'était pas là pour enfermer quelque chose. Elle était là pour le protéger, lui, pour empêcher quelque chose d'entrer dans cette pièce. Cette petite pièce qui était, il le comprit soudain, le seul endroit sûr de toute la maison. Il sentit un courant d'air dans son dos, un souffle froid sur sa nuque. Un léger bruit se fit entendre derrière lui, dans le couloir sombre. Un grattement, un son sec, comme un ongle contre du bois sec. Il venait de la porte de sa propre chambre. Et voilà, parfois, la chose la plus effrayante n'est pas ce qui est enfermé, mais ce qui est libre. On croit affronter un monstre en ouvrant une porte, alors qu'en réalité, on ne fait que lui indiquer où nous trouver. Julien a ouvert la mauvaise porte, ou peut-être la bonne, pour ceux qui attendaient patiemment dans les ombres de sa nouvelle maison. Faites de beaux rêves, si vous le pouvez. Tu es toujours là, très bien. Garde les yeux entr'ouverts, car l'histoire qui vient maintenant n'a jamais été racontée à quelqu'un qui a réussi à dormir après. Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui ne connaît pas le repos. Une histoire chuchotée par les parents épuisés dans le creux des nuits sans fin, lorsque le silence de la maison devient une présence tangible. C'est la légende de l'enfant qui ne dormait jamais. Celui dont le regard, disait-on, tenait les ténèbres à distance. Fermez les portes et écoutez bien. Le premier signe fut discret, presque médical. Un détail noté par une infirmière à la maternité d'une voix fatiguée. « Il a les yeux grands ouverts, votre petit Léo, tout le temps. » Élise, baignant encore dans la brume cotonneuse de l'accouchement, avait souri. C'était la curiosité, pensait-elle, la soif de découvrir ce nouveau monde étrange et bruyant. Thomas, son mari, avait pris une photo de ce regard intense, presque noir, fixé sur le plafond blanc et aseptisé de la chambre. Un regard de nouveau-né qui semblait déjà vieux de 1000 ans. Les semaines devinrent des mois. La maison, une vieille bâtisse en pierre isolée à la lisière d'une forêt endormie, se remplit des routines d'un nourrisson. Les biberons, les changements de couches, les bains tièdes. Mais une routine manquait, fondamentale, essentielle, celle du sommeil. Léo ne dormait pas, jamais. Il ne pleurait pas de fatigue, ne montrait aucun signe d'épuisement. Ses paupières ne papillonnaient jamais. Jour et nuit, ses yeux restaient ouverts. Deux puits d'oxydienne liquide qui absorbaient la lumière du jour et reflétaient la pénombre de la nuit. Le pédiatre fut perplexe. Les spécialistes, consultés à grands frais dans la ville lointaine, parlèrent d'une anomalie neurologique sans précédent, d'un cas unique qui méritait d'être étudié. Mais ils n'offraient aucune solution, aucune explication. Juste des haussements d'épaules polis et des ordonnances pour des sédatifs légers qui n'eurent aucun effet. Au début, Élise et Thomas luttèrent. Ils transformèrent la chambre de Léo en un sanctuaire de la nuit.
rideaux occultants si épais qu'ils semblaient boire la lumière. Une machine à bruit blanc qui imitait le son de la pluie ou le ressac de l'océan. Une berceuse en boucle, douce et mélancolique, dont la mélodie finit par hanter les murs de la maison. Rien n'y faisait. Léo restait assis dans son berceau, puis plus tard dans son petit lit, parfaitement immobile, le regard fixé sur un point invisible dans l'obscurité. L'épuisement commença à ronger Élise. Thomas, lui, s'échappait. Ses journées au bureau devenaient plus longues, ses voyages d'affaires plus fréquents. Il aimait son fils, mais il ne supportait pas son regard. Ce regard qui ne s'iliait jamais, qui semblait sonder les recoins les plus sombres de son âme. Quand il était à la maison, il évitait la chambre de l'enfant, laissant à Élise le fardeau de cette veille perpétuelle. Élise se retrouva seule, captive d'une maison silencieuse et d'un enfant qui était une énigme vivante. Les nuits étaient les plus dures. Le monde entier semblait s'abandonner au sommeil, au rêve, à l'oubli, sauf elle et Léo. Assise dans le fauteuil à bascule, elle le regardait, et elle le regardait en retour. Le silence entre eux était une chose lourde, palpable. Parfois, dans le noir, elle avait l'impression que ses yeux à lui brillaient d'une lumière propre, comme ceux d'un chat. Lentement, insidieusement, l'atmosphère de la maison commença à changer. Ce n'était plus seulement le manque de sommeil qui pesait sur Élise, c'était autre chose, un sentiment d'observation constant. Elle avait l'impression que le regard de Léo n'était pas seulement posé sur elle, mais qu'il traversait les murs, qu'il sondait les fondations de la maison, qu'il montait la garde. Mais contre quoi? Elle commença à remarquer des détails infimes. Un courant d'air glacial près de la porte de la cave, même quand tout était fermé. Le craquement du plancher à l'étage, alors qu'elle était seule avec Léo en bas. Des ombres dans le coin de l'œil qui s'évanouissaient dès qu'elle tournait la tête. Au début, elle mit tout cela sur le compte de la fatigue, de cette paranoïa qui naît des nuits blanches. Mais les phénomènes devinrent plus insistants. Une nuit, alors qu'elle lisait dans le salon, une tasse de thé fumante à la main pour se tenir éveillée, elle entendit un murmure, un chuchotement indistinct qui semblait venir de l'intérieur des murs. Elle se figea. Le son était ténu, comme une radio mal réglée dans une pièce lointaine. Elle se leva, le cœur battant, et monta à l'étage. Dans sa chambre, Léo, âgé maintenant de 3 ans, était debout dans son lit, les mains agrippées aux barreaux. Il ne la regardait pas. Il fixait intensément le coin le plus sombre de la pièce, là où le plafond rejoignait les murs. Le murmure cessa aussitôt qu'elle entra. « Léo » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu regardes, mon chéri ?» L'enfant ne répondit pas. Il ne parlait presque jamais. Quelques mots à peine. Maman, papa, non. Mais son silence était plus expressif que n'importe quelle parole. Il tourna lentement la tête vers elle, et dans ses yeux sombres, Élise crut voir, l'espace d'une seconde, le reflet d'une forme, une silhouette grande et tordue qui n'était pas dans la pièce. Elle cligna des yeux et le reflet disparut, remplacé par celui de son propre visage, pâle et terrifié. La peur, une peur véritable, primale, s'installa en elle. La maison ne se sentait plus comme un refuge, mais comme une cage. Les nuits, elle n'osait plus quitter la chambre de Léo. Elle s'asseyait par terre, le dos contre la porte, comme si elle pouvait empêcher quelque chose d'entrer. Et Léo restait là, debout dans son lit, son regard balayant lentement la pièce, d'un coin à l'autre, comme un gardien de phare, scrutant une mer déchaînée. Les objets se déplaçaient.
Une petite voiture en bois laissée au milieu du couloir se retrouvait le matin devant la porte de la chambre de Léo. Une photo de famille sur la cheminée était retournée contre le mur. Des bruits de griffes résonnaient parfois derrière le papier peint défraîchi du couloir. Thomas, de retour pour un week-end, balaya ses craintes d'un revers de main. « C'est cette maison, Élise. Elle est vieille, et tu es à bout de nerfs. Nous devrions vendre. » Mais Élise savait que ce n'était pas la maison, ou plutôt que la maison n'était qu'un réceptacle. La source du malaise, le centre de l'étrangeté, c'était son fils, ou plus précisément, ce qu'il regardait. Une année de plus passa. Léo avait 4 ans. Il était petit pour son âge, frêle, avec une peau presque translucide. Ses seuls mouvements étaient lents, délibérés. Il passait ses journées assis près de la fenêtre du salon, le regard perdu dans la forêt dense qui bordait leur terrain. Il ne jouait pas, il ne riait pas, il veillait. La solitude d'Élise était devenue un abîme. Elle avait cessé d'appeler ses amis, sa famille. Comment leur expliquer? Comment décrire la sensation d'être une étrangère dans sa propre vie, hantée par le regard de son propre enfant? Elle se sentait prisonnière d'un secret terrifiant qu'elle ne comprenait même pas elle-même. Son amour pour Léo était mêlé d'une pitié immense et d'une peur croissante. Elle ne voulait qu'une chose, une seule chose, désespérément, le voir fermer les yeux, le voir dormir, le voir être un enfant normal, ne serait-ce qu'une heure. Ce désir devint une obsession. Elle se mit à lire de vieux livres sur le folklore, les mythes, les malédictions. Elle cherchait une explication, n'importe laquelle, qui ne soit pas médicale. Elle tomba sur des légendes parlant de veilleurs, des âmes nées pour garder les frontières entre les mondes, des enfants dont le regard maintenait les choses de la nuit à leur place. C'était absurde, délirant, mais au fond de son cœur épuisé, cette folie résonnait avec une vérité effrayante. La fin arriva par une nuit d'automne. Une tempête faisait rage à l'extérieur. Le vent hurlait contre les murs et la pluie crépitait sur les vitres comme une poignée de gravier. Thomas était parti depuis une semaine. L'électricité avait sauté, plongeant la maison dans une obscurité profonde, à peine troublée par la lueur vacillante de quelques bougies. Élise était au bord de la rupture. Les bruits dans la maison étaient plus forts que jamais. Les grattements, les murmures semblaient l'encercler. Elle se réfugia dans la chambre de Léo. Il était là, comme toujours, debout dans son lit, son visage de porcelaine impassible dans la lueur dansante de la bougie. Mais son regard était différent. Il était plus intense, plus concentré. Il ne fixait plus un seul point, mais dartait d'un coin à l'autre de la pièce, comme s'il suivait des mouvements qu'elle ne pouvait pas voir. Élise n'en pouvait plus. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle s'approcha du lit, ses mains tremblantes. « Léo, sanglota-t-elle, je t'en supplie, dors, juste un peu. Maman est si fatiguée. S'il te plaît, mon amour, ferme les yeux, ferme-les. » Elle posa ses doigts froids sur ses paupières. La peau était douce, mais en dessous, les globes oculaires étaient durs, immobiles. Elle sentit une résistance, pas physique, mais une sorte d'énergie, une volonté farouche qui émanait de l'enfant. Pour la première fois de sa vie, Léo lui parla. Sa voix n'était pas celle d'un enfant de 4 ans. Elle était basse, rauque, incroyablement vieille. « Non, maman, il ne faut pas. » Le choc la fit reculer, mais son désespoir était plus fort que sa peur. C'était la fatigue, l'isolement, la tempête qui la faisait délirer.
Elle avait besoin que ça s'arrête. Juste pour 1 minute, implora-t-elle. Elle se souvint alors d'un flacon, un somnifère puissant prescrit pour elle des mois plus tôt qu'elle n'avait jamais osé prendre. Dans un état second, elle descendit à la cuisine, le trouva au fond d'une armoire et versa quelques gouttes dans un verre de jus de pomme. Elle remonta. Léo ne l'avait pas quitté des yeux. Il semblait savoir. Il secoua la tête, un mouvement lent et triste. « Ils attendent », murmura-t-il. « Qui attend, mon chéri? Il n'y a personne, » dit Élise, sa propre voix sonnant fausse à ses oreilles. Elle lui tendit le verre. Il refusa. Avec une douceur qui cachait une force désespérée, elle lui fit boire le liquide. Elle le prit dans ses bras, le berçant, lui chantant la vieille mélodie qui avait tant de fois échoué. Elle le sentit lutter, son petit corps tendu comme une corde. Puis, lentement, la tension le quitta. Sa tête devint plus lourde sur son épaule. Ses membres se détendirent. Et pour la première fois en 4 ans, les paupières de Léo papillonnèrent. 1 fois, 2 fois, puis elles se fermèrent. Un silence total, absolu, tomba sur la maison. Un silence comme Élise n'en avait jamais connu. Le vent lui-même semblait s'être tu. La pluie avait cessé. C'était un silence de tombeau, lourd, expectant. Elle déposa Léo dans son lit. Son visage, dans le sommeil, était celui d'un ange, paisible, normal. Une vague de soulagement et d'amour pur submergea Élise. Elle avait réussi. Son fils dormait enfin. C'est alors qu'elle entendit le premier son. Ce n'était pas un grattement, ce n'était pas un murmure, c'était le bruit clair, distinct, d'un loquet que l'on tourne. Le loquet de la porte de la cave, en bas. Puis un autre, celui de la porte d'entrée, puis celui de la porte de derrière. Un par un, tous les verrous de la maison semblaient se défaire d'eux-mêmes, dans un concert de clics métalliques et sinistres. Une odeur envahit la pièce, une odeur de terre humide, de feuilles mortes en décomposition, de quelque chose de vieux et d'affamé. Le plancher du couloir, juste derrière la porte de la chambre, gémit sous un poids lourd, inégal, qui se traînait. Des chuchotements s'élevèrent de partout à la fois, non plus indistincts, mais clairs, articulés, dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais dont la malveillance était universelle. La flamme de la bougie vacilla, s'étira, puis s'éteignit, la plongeant dans une obscurité complète. Pétrifiée, Élise se tourna vers le lit de son fils. Elle voulait le réveiller, lui crier de rouvrir les yeux, de remettre en place la barrière qu'il avait maintenue toute sa vie. Mais Léo dormait. Un sommeil profond, sans rêve, le sommeil qu'elle lui avait imposé. La poignée de la porte de la chambre commença à tourner, lentement, avec un grincement métallique qui déchira le silence. Élise ne cria pas, le son est mort dans sa gorge. Elle recula jusqu'à se retrouver plaquée contre le mur froid sous la fenêtre, ses yeux écarquillés dans le noir. Elle ne voyait rien, mais elle sentait. Elle sentait les présences dans le couloir, nombreuses, qui attendaient. Elle sentait le froid qu'elle dégageait, un froid qui n'avait rien de naturel. La porte s'ouvrit en grand dans un long gémissement. Dans l'encadrement, des silhouettes se découpèrent sur le fond encore plus noir du couloir, des formes qui n'auraient pas dû exister, tordues, anguleuses, trop grandes, trop maigres. Elles ne se précipitèrent pas, elles restèrent là, sur le seuil, comme si elles savouraient l'instant, comme si, après 4 ans d'attente, elles avaient enfin tout leur temps.
Élise comprit. Léo ne veillait pas contre quelque chose qui voulait entrer. Il veillait contre ce qui était déjà là, patientant, dans les murs, sous le plancher, dans les ombres. Et son regard était la seule chose qui les maintenait à leur place. Une des formes s'avança dans la pièce. Élise entendit le bruit de ses pas, un son humide, comme celui de la boue. Elle ferma les yeux, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar né de la fatigue. Mais elle savait que cette fois, elle était la seule à être éveillée. Et dans la maison silencieuse, le sommeil de son fils avait sonné le glas de son monde. Ainsi se termine le conte d'Élise et de son fils Léo. On dit que certaines veilles sont des prisons et que certains sommeils ne sont que des portes qu'il ne faut jamais, jamais ouvrir. Qui sait ce que nos propres enfants regardent quand nous croyons simplement qu'ils rêvent? Qui sait quelles choses ils tiennent à distance par la simple force de leur innocence? Faites de beaux rêves, si vous le pouvez. Bonsoir. Et maintenant, si tu es encore éveillé, respire profondément. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti. Et surtout, reste à l'écoute. La prochaine histoire t'attend déjà, quelque part, derrière une fenêtre fermée.